Alors, Sandrine Rousseau, avant d'en venir au fond à ce que vous proposez, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce qu'il y a en ce moment des discussions pour un éventuel accord de second tour? On a entendu qu'il n'y aurait pas de consigne de vote de la part des candidats battus. Est-ce que néanmoins vous essayez d'obtenir leur soutien? En tous les cas, je discute avec eux et elles, évidemment, parce qu'ils auront en plus un rôle à jouer dans la campagne présidentielle assez important. Donc, évidemment, je discute avec chacun et chacune. Je les ai appelés, j'ai des rendez-vous qui sont prévus. Voilà, après, évidemment, là, ils se sont exprimés sur le fait qu'il n'y avait pas de consigne de vote. Du coup, je m'adresse à leurs électeurs et leurs électrices pour dire que, comme chez Éric Piolle comme chez Delphine Batho, il y avait une forme de radicalité, de volonté de changement, de volonté de sortir d'un système qui nous emmenait dans le mur. Et finalement, c'est ce que je propose. Alors, vous avez utilisé ce mot de radicalité. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est que vous assumez complètement, d'ailleurs, cette radicalité au profit du réalisme de votre concurrent en finale. Mais le réalisme aujourd'hui, c'est de prendre la mesure de l'enjeu qui est face à nous, qui s'appelle le réchauffement climatique. On a passé l'été, et vous qui présentez l'actualité, tout l'été, on a eu des catastrophes naturelles d'une force et d'une ampleur inédite, tout l'été. Donc aujourd'hui, la seule chose qui nous permette de regarder l'avenir sereinement et de faire en sorte que l'on change notre trajectoire, c'est la radicalité. C'est la transformation de notre société, de notre économie, et de faire en sorte qu'on se protège mutuellement. Donc le réalisme, c'est d'être radical. Et ce qu'on présente aujourd'hui comme une écologie de gouvernement, c'est une forme de compromission et c'est une forme de mise en danger de notre avenir. Donc voilà. Alors évidemment, je le dis et je l'assume totalement. Oui, il nous faut changer notre système consumériste et productiviste. Oui, il nous faut aussi protéger les plus précaires de la société parce que les deux vont ensemble. On voit quelques-unes de vos propositions qui s'affichent, qui sont évidemment des propositions, j'allais dire, choc. Revenu d'existence, 850 € mensuels pour les plus de 18 ans, la taxe carbone pour les entreprises, la production d'énergie d'origine 100% renouvelable d'ici à 2050, le crime d'écocide qui pourrait être créé, et puis une convention citoyenne pour changer les institutions. Ça, c'est aussi un de vos souhaits. Alors, Yannick Jadot répète à l'envi qu'il veut gouverner. Mais il le dit tellement, on a le sentiment que c'est pour mieux souligner que vous, ce n'est pas votre souhait. Mais moi, non seulement je veux gouverner, mais je veux être présidente de la République et je veux que l'Élysée redevienne ce lieu du peuple, ce lieu d'échange, ce lieu de co-construction des politiques et qu'on ne soit pas à attendre un président du 20h, à attendre n'importe quelle annonce comme ça, comme si notre vie en dépendait. Notre avenir dépend de notre mobilisation collective. Et donc, non seulement je veux gouverner, mais je veux être présidente de la République et je veux que derrière moi se lève un mouvement citoyen d'ampleur. Ce n'est pas une candidature de témoignage, comme on dit. On retrouve de l'espoir. Mais bien sûr que... Ah, le témoignage. Depuis le début de ma candidature, c'est ce que j'entends le plus. Depuis que je me suis présentée dans cette primaire, on dit c'est une candidature de témoignage. Sauf qu'on voit bien que ça n'est plus ça. Ça n'est plus ça. Je suis au 2e tour de cette primaire et je serai la candidate pour les écologistes pour la présidentielle. Vous êtes sûr de gagner. Et vous verrez que ce que l'on présente comme un témoignage est en fait une incompréhension de ce qui se joue dans la société et qui est extrêmement fort et qui est une volonté d'égalité, une volonté de changement. C'est aussi l'histoire politique qui nous le montre, mais après tout, l'histoire politique, elle est riche de coups de théâtre. Non, mais on disait la même chose d'Alexandria Ocasio-Cortez aux États-Unis, où on disait qu'elle était que personne n'avait vu venir et qu'elle était de témoignage. Laurent Neumann. Du coup, je vais vous poser une question, mais la réponse a l'air presque évidente. Il y a une question que beaucoup de gens se posent. On connaît votre proximité avec Jean-Luc Mélenchon, avec les idées de la France insoumise. Vous n'êtes pas seulement écoféministe, vous êtes aussi anticapitaliste. Vous l'avez dit, vous voulez changer l'économie, le système, le consumérisme, en finir avec tout ça. Très bien. Est-ce que vous êtes capable de nous dire ce matin qu'en cas de victoire à la primaire, vous serez candidate jusqu'au bout, candidate à la présidence de la République jusqu'au bout, et qu'à aucun moment, vous ne vous désisterez ni pour Jean-Luc Mélenchon, ni pour Anne Hidalgo, ni pour aucun autre candidat de gauche? Alors je vous le dis, j'irai jusqu'au bout. Et je vous le dis, je serai la surprise de cette présidentielle. Et j'irai jusqu'au bout, jusqu'en avril 2022.
Donc, si Et dans vous quelques- serez pardonnez-moi, surpris du résultat à la fin. Je précise ma question. Si dans quelques mois, une fois que vous avez gagné la primaire, les sondages n'étaient pas à la hauteur de vos espérances, vous ne ferez pas comme d'autres candidats écolos lors d'autres présidentielles un accord pour qu'il y ait un désistement et qu'il n'y ait par exemple qu'un seul candidat de gauche. Vous ne le ferez pas, vous irez jusqu'au bout. Je ne le ferai pas. L'écologie est la force émancipatrice, la force transformatrice de la gauche, et je la porterai jusqu'au bout. Et vous verrez que c'est cela qui gagnera. C'est-à-dire cette volonté de moderniser et de transformer la gauche. Et c'est ce que je porte. C'est une forme d'émancipation et de modernisation de cette gauche. Et vraiment... Je m'y engage aujourd'hui ici, et vous le verrez, je me pose ce pari ici. Je serai la surprise de cette présidentielle. Alors, Sandrine Rousseau, Barbara Pompili, ministre de l'écologie et du développement durable, a parlé de vous il y a quelques minutes sur cette antenne face à Jean-Jacques Bourdin. Je suis impatiente. Les Verts ne sont toujours pas pris clairement à gouverner, avec des scores d'ailleurs qui sont très serrés et qui montrent qu'ils n'ont pas de leader naturel. Yannick Jadot n'a pas la dynamique qu'il pensait avoir. Et puis un score très fort de Sandrine Rousseau qui est quand même plus qu'un peu déconnecté de la réalité. Ah, vous êtes déconnecté de la réalité, selon Barbara Pompili. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Que Barbara Pompili a saboté toutes les politiques écologistes qu'elle avait à mener durant ce mandat. Que la loi climat n'est pas du tout à la hauteur des enjeux, que la convention citoyenne pour le climat avait fait des propositions et que seuls 10% ont été suivis. Que là, on est en train de se poser la question de réautoriser des méthodes de chasse alors qu'on a perdu 30% des oiseaux. Et que c'est ça que fait Madame Pompili. Et que c'est ça dont nous ne voulons plus aujourd'hui. Et que nous ne pouvons plus supporter si nous acceptons d'avoir un avenir et d'avoir un avenir de paix. Et ce que fait Barbara Pompili est dangereux. Réautoriser les néonicotinoïdes. Faire en sorte que les abeilles, du coup, subissent ces néonicotinoïdes et meurent. Aujourd'hui, les abeilles, par leur action de pollinisation, sont absolument essentielles aux équilibres naturels. Ce que fait Madame Pompili est dangereux. Alors, j'aimerais qu'on évoque l'autre versant de votre programme, de votre candidature. Vous dites écoféministe. Donc, le mot féministe est évidemment à 50%, je veux dire, aussi important que le reste. Un gouvernement Rousseau serait composé de... Je ne vais pas dévoiler tout de suite mon gouvernement parce que non, mais je ne parle pas de noms. Partie des négociations sans doute de cette semaine et des semaines prochaines. Je ne vous parle pas des noms, je vous parle de genre. Ah bah ce sera un gouvernement paritaire, ça fait pas tellement. C'est tout. Ça fait pas tellement de doutes et ce sera un gouvernement surtout. Depuis 10 ans, donc. Ce sera un gouvernement surtout de personnes qui seront à des portefeuilles parce qu'elles savent de quoi elles parlent et que leur parcours de vie, leur parcours politique, leur parcours professionnel les aura mises dans des situations où quand on parle de pauvreté, eh bien on sait de quoi on parle et on sait exactement comment mener des politiques publiques pour lutter contre la pauvreté. Quand on parle de transformation écologique, moi par exemple, une des choses dont on parle extrêmement peu dans cette présidentielle, c'est la question des territoires ultramarins. Il y a un défi et il y a un enjeu écologique sur ces territoires qui est majeur. Il y a le chlordécone qui a pollué à peu près 80% des sols de la Guadeloupe et de la Martinique. Et il y a des questions sociales associées aux questions écologiques qui sont majeures, massives. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Eh bien, je voudrais par exemple que le ministre ou la ministre de l'Environnement soit directement connecté à ces territoires ultramarins de sorte que l'on n'oublie jamais qu'il y a des populations qui ont besoin d'écologie de manière immédiate et de sociale de manière connectée. Alors, je reste un instant sur cette question du féminisme. Aujourd'hui, tout le monde se dit féministe. J'ai même posé la question il y a quelques semaines sur ce plateau à Marine Le Pen. Regardez ce qu'elle répondait. Ah oui. Pardon ? Oui, mais pas néo-féministe. Alors quel féministe êtes-vous ? Quel féministe êtes-vous ? Je suis une féministe qui n'exprime pas d'hostilité à l'égard des hommes, si vous voulez. Moi, je suis frappée par cette nouvelle vague. À mon avis, d'ailleurs, ils sont minoritaires en réalité. Pensez à Alice Coffin, par exemple, avec son livre Génie lesbien. Qui exprime une haine des hommes qui, moi, me dérange, me rend malheureuse d'ailleurs, et que je trouve profondément injuste. Enfin, cette accusation globale des hommes qui seraient suspectés tous d'être des violeurs, des violents, est quelque chose d'absolument inadmissible et insensé. Pourriez-vous préciser, Sandrine Rousseau, ce matin,
votre position face à ce que certains appellent le patriarcat, mais enfin, ce qu'on pourrait appeler tout simplement les hommes? Le patriarcat, c'est pas les hommes. Le patriarcat, c'est un système, une structuration de la société qui font que les hommes ont été positionnés sur des positions de pouvoir et que les femmes sont restées à des positions subalternes. Mais ça n'est pas les hommes. Et le patriarcat, c'est un système qui structure la société aujourd'hui. Et quand j'entends Marine Le Pen, je me dis que le féminisme, il y a celles et ceux qui s'en réclament et il y a celles et ceux qui le pratiquent. Et en l'occurrence, j'ai pu montrer par mon parcours à quel point j'avais mené des combats pour le droit des femmes, pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois que l'on parle de féminisme, on n'attaque pas les hommes. On s'adresse à un système qui fabrique de la domination. Et encore une fois, les hommes individuellement ne sont pas responsables de cela. On n'est pas responsable individuellement. On est responsable individuellement des actes que l'on fait. Mais on n'est pas responsable individuellement d'un système qui structure la société. Par contre, il nous faut le reconnaître. Et c'est ça la responsabilité des hommes aujourd'hui. Et je leur dis, mais reconnaissez cette domination. Reconnaissez qu'il y a des inégalités femmes-hommes qui sont structurelles dans notre société. C'est cela votre responsabilité, à vous les hommes, que de le dire. Voilà. Est-ce que vous partagez les idées d'Alice Coffin, par exemple, qui est votre directrice de campagne, qui est en coulisses ce matin? Vous partagez à 100% ces idées? Alice Coffin n'est pas directrice de campagne, ceci dit, elle m'accompagne et elle est dans ma campagne. Et Alice Coffin a fait progresser le droit des femmes lesbiennes et la reconnaissance de ces femmes lesbiennes comme peu de personnes l'ont fait dans la société. Et les femmes lesbiennes sont parmi les plus invisibilisées et les plus discriminées. Et donc, oui, je lui suis extrêmement reconnaissante des combats qu'elle a menés aussi. Cette question du féminisme, elle va vraiment être cruciale dans cette campagne parce que nous, sur le terrain, on le voit, les gens nous disent c'est le temps des femmes. Et puis, il y a une candidature, si elle arrive, qui peut aussi remettre cette question au centre du jeu, c'est celle d'Éric Zemmour. Il a fait beaucoup de livres où il dénigrait un peu le statut des femmes dans la société. Et on voit déjà Valérie Pécresse se positionner en tant que femme et féministe pour contrer Éric Zemmour. Vous avez Anne Hidalgo aussi, qui en parle assez peu dans l'espace public et dans les médias. Mais lorsque vous lui parlez en off, lorsque vous la suivez, vous sentez que cette notion de féminisme est très très importante chez elle, avec son histoire. Et je parlais à une personne de son équipe la semaine dernière et je lui disais justement, va-t-elle se positionner un peu plus fortement sur ces questions, justement face à vous? Et on m'expliquait, ça va dépendre de qui va sortir pour la primaire écologiste. Ils cherchent encore un peu leurs adversaires, entre guillemets, ça va dépendre du casting final. Et effectivement, face à Éric Zemmour, eh bien, on va continuer aussi à lancer des flèches dans cette direction. Non mais le féminisme n'est pas une tactique politique. Le féminisme est profondément une manière de voir la société et une manière de voir les politiques publiques pour les déconstruire et pour faire en sorte que l'égalité soit réelle et ne soit pas juste des intentions. Et en l'occurrence, oui, vous parlez de la candidature d'Éric Zemmour. Qui se souvient qu'Éric Zemmour a été accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle? Qui se souvient qu'en effet, dans ses livres, il a des propos qui sont profondément misogynes? Et oui, c'est en cela que le féminisme n'est pas une tactique politique, que c'est profondément un projet de société et que quand on est féministe, on est aussi antiraciste et anti-discrimination d'une manière générale parce qu'en fait, il n'y a pas juste une catégorie de la population qui peut s'en sortir si d'autres restent sur le bord du chemin. Si vous permettez, au sujet d'Éric Zemmour, un peu surpris de voir ce tweet du président de Génération Z. Je ne sais pas si c'est venu jusqu'à vous. C'est un groupe de soutien à Éric Zemmour. Sandrine Rousseau qualifiée à la primaire. Incroyable mobilisation, bravo à tous. Non mais ça c'est, ça dit déjà le bluff dans lequel ils sont depuis le début, c'est-à-dire qu'il sous-entend qu'il a appelé à voter pour vous. Mais bien sûr, toute l'extrême droite s'est mobilisée. D'ailleurs, mon nom circule partout. Non mais faut arrêter avec ça. Le corps électoral de la primaire a été vérifié et le corps électoral de la primaire a été assuré. Par ailleurs, ce que ça dit ça, c'est que eux voient très bien que le projet que je porte est un projet qui directement se confronte au projet d'extrême droite et à ce qu'ils essayent d'imposer dans le débat politique, qui est le repli sur soi, le racisme, la misogynie, etc. Et oui, je porte cela. Et par ailleurs, quand ils font ça et quand ils mettent à l'ordre du jour de l'agenda politique de faux débats, eh bien cela
masque et cela nous empêche de parler de ce qui profondément doit nous intéresser non-stop dans nos politiques publiques, c'est la question climatique, la question de la perte de biodiversité, la question sociale. Et vous que débattriez avec lui? Oh mais je débattrai avec tout le monde, simplement qu'à un moment... En face à face, vous pourriez débattre avec Éric Zemmour? Je débattrai avec tout le monde et de toute façon, j'irai jusqu'au second tour, donc le débat sera aussi là-dessus. Ouais. Dernière question, Sandrine Rousseau. Vraiment question très concrète. La voiture. Voilà, un sujet qui concerne pratiquement tout le monde. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour, je l'imagine, limiter la place de la voiture dans notre société? Alors la place de la voiture dans notre société doit effectivement diminuer, mais les voitures doivent aussi se transformer. Aujourd'hui, on a des voitures qui peuvent faire jusqu'à 1,5 tonne pour déplacer une personne. On n'a absolument pas besoin de cela. Et donc, il nous faut revoir complètement la manière de nous déplacer en voiture et l'objet voiture lui-même. Et par ailleurs, aujourd'hui, c'est un objet individuel et il faut que ça devienne un objet collectif. Mais c'est les constructeurs qui peuvent éventuellement les voitures, par exemple, si on les fait beaucoup plus légères, eh bien, dans les endroits où on en a absolument besoin, on pourra garder des véhicules. Mais pas des SUV qui aujourd'hui ne font que aggraver la situation dans laquelle on est. Je vous rappelle que le GIEC dit que toute tonne de carbone que l'on émet à partir de maintenant nous met de plus en plus en danger et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Le SUV devrait être interdit? Ah mais je pense que les SUV doivent être interdits, tout à fait. Partout? Ah ben ça nous met collectivement en danger. C'est un objet personnel, probablement d'identification sociale, mais qui nous met en danger. Et comment fait-on qu'est-ce qu'on dit à tous les propriétaires de SUV? C'est en cela que la position de l'État est très importante et qu'il faut qu'il y ait des annonces qui soient programmées et que l'on puisse permettre aux personnes de s'organiser. Et c'est pour ça que je ne vais pas l'interdire dès aujourd'hui, mais qu'il nous faut prévoir l'interdiction et la sortie progressive des SUV. Mais oui, il nous faut sortir des SUV. Mais ça, on va en discuter, mais il nous faut sortir des SUV. On ne peut pas se déplacer avec 1,5 tonne de fer et les consommations énergétiques qui va avec. Ça n'est pas agréable à entendre. Ça fait partie des choses qui ne seront pas agréables, mais il faut le faire. C'est devenu la nouvelle voiture familiale aussi. C'est un peu le nouveau monospace, le SUV, pour certains conducteurs. Hein. Oui, mais bien sûr, mais on inventera d'autres voitures familiales et on inventera d'autres modes de transport familiaux. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin sur BFM TV, 9h50. J'aimerais qu'on vienne tout de suite sur cette